Alors, on va commencer par quelque chose qui m'avait fortement déplu avant-hier ou hier. Et donc, c'est resté dans ma tête. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de plus faire cette formule. Comme ça. Et je vais vous le mettre. On va voir déjà. Voilà. Je l'ai ici. Normalement, il y en a deux. J'avais pas eu le temps de commenter ça. Et vraiment, ça m'avait pesé. Parce qu'en plus de ça, quand j'ai laissé pour regarder après comment il allait essayer de voir s'il allait rééquilibrer les choses, il n'a pas fait. Et c'est qui m'a encore plus énervé. Et donc, je me suis dit, il faut que je revienne dessus, il faut que je le commente. J'ai juste un peu de mal à le retrouver, laissez-moi un peu de temps. Voilà. C'était sur la libération des otages. Et de 11h à 13h, vous connaissez le rendez-vous. C'était sur la libération des otages, c'était sur Europe 1. Et ici, je veux aussi vous dévoiler pourquoi je suis obligé de couper quand je commente les infos de Europe 1. Quand vous commentez les infos de Europe 1 sur YouTube, vous ne pouvez pas commenter une séquence de 1 minute. Si vous commentez une séquence de 1 minute, automatiquement, leurs droits d'auteur vont s'appliquer. C'est encore plus difficile pour RTL, parce que RTL, vous ne pouvez pas commenter. En tout cas, vous ne pouvez pas laisser une plage de plus de 30 secondes sans commenter, sinon leurs droits d'auteur s'appliquent. Et donc, voilà pourquoi, quand vous voyez les vidéos, parfois vous voyez que je suis obligé de couper la vidéo ou d'intervenir, parce que si jamais je laisse un temps trop important, la vidéo ne sera pas possible pour vous, ou en tout cas, je ne pourrai pas vous la publier. Ok. Bon, l'info en question, c'est celui-ci. C'est Pascal Praud, quand on parlait de libérer les otages à Gaza, il est intervenu dans cette matinale où il a dit quelque chose, et après, il va commenter la libération de Gaza sur son plateau. Et ça m'avait très énervé à cause de la manière dont ils ont commenté cette information. Donc, comme d'habitude, commentez, likez, partagez et abonnez-vous si vous voulez. Et ensuite, voilà, nous commentons cette information. Déjà, on va commencer par la regarder. Et vous, Pascal Praud, et vous, Pascal, bonjour. Bonjour, vous avez sans doute vu ces images extraordinaires des trois premiers premières otages libérés par le Hamas de retour en Israël. Et vous avez vu ces familles, ces gens qui ne se quittent pas pendant de longues secondes, qui pleurent et qui vivent un moment unique, forcément, dans leur vie. Donc on reviendra bien sûr d'abord sur cette émotion et puis après sur les suites, parce que... Et ce qui va m'énerver ici, ou ce qui m'a énervé dans cette séquence, c'est qu'il parle des otages israéliens comme si de l'autre côté en face, Israël n'avait pas des otages palestiniens. Et pour les otages israéliens, il y a droit à toutes les fusions d'émotions, de compassion, quoi que ce soit. Pour les Palestiniens qui subissent des choses pires que les otages palestiniens, parce que je rappelle ici, la plupart des otages palestiniens, enfin la plupart des otages israéliens, quand ils ont été libérés, ils n'ont jamais dit qu'ils avaient subi du mal pendant leur captivité. Par contre, nous avons suivi ici sur cette chaîne que les prisonniers détenus par Israël, eux subissent des mauvais traitements qui sont défendus par les députés, les politiciens israéliens, qui disent qu'il est normal que ceux qu'ils détiennent dans leur geôle soient traités comme des chiens. Je vous ai déjà montré les extraits ici sur cette chaîne. Le 30 juillet, nous avons Radia Ayad, des Bunker News, qui nous dit 9 membres de l'armée criminelle israélienne ont violé un civil palestinien. Ils l'appellent terroriste. Les sévices sont tellement graves que la victime est paralysée. Les 9 criminels ont été placés en détention le temps de l'enquête. La réaction des Israéliens, les ministres et de leurs parlementaires, nos soldats sont des héros. Ils ont le droit de tout faire aux Palestiniens, viol y compris. D'accord ?
Et donc là, vous avez les images. En effet, la décision, ils étaient des centaines venus protester devant la base militaire de Sde-Teiman contre l'arrestation des soldats. 9 réservistes soupçonnés d'avoir maltraité et violenté un terroriste de la Nourba ont été arrêtés par la police militaire au centre de détention de Sde-Teiman. Le terroriste a été amené à l'hôpital à la suite de sévices graves. Les soldats ont quant à eux été emmenés pour être interrogés et une enquête a été ouverte sur ordre du bureau du procureur militaire. Selon certaines informations, l'armée israélienne serait déterminée à mener l'enquête à son terme contre tous les suspects. J'apporte mon soutien au bureau du procureur militaire et à la police militaire qui enquête sur chaque incident. Ce sont précisément ces enquêtes qui protègent nos soldats en Israël et préservent les valeurs de Tsahal. Ces enquêtes sont menées en préservant l'honneur de nos soldats, dont nous sommes les commandants. Mais après l'arrivée des enquêteurs, des dizaines de personnes ont fait irruption dans la base militaire, notamment des membres de la Knesset, entraînant des émeutes. En effet, la décision d'arrêter les soldats a provoqué un tollé au sein de l'échiquier politique. Plusieurs députés et ministres de la coalition ont critiqué l'opération. J'appelle l'armée à ne pas intervenir contre nos réservistes. Nos combattants méritent un soutien total. Malheureusement, ces dernières semaines, nous entendons parler de plus en plus de cas où des soldats de Tsahal sont arrêtés et interrogés comme des criminels. Les soldats de Tsahal sont des héros et méritent un respect total. Les combattants de Tsahal ne doivent pas être traités comme des criminels. Réaction également de Yuli Edelstein, le président de la commission de la défense de la Knesset. Il a annoncé qu'il tiendra une réunion d'urgence mardi sur le sujet, insistant sur le fait que poursuivre des soldats est, selon lui, inacceptable. שהמדינה שלנו נכנסת אליו סביב הסיפור הזה הוא מטורף וצריך להפסיק אותו, ואני חושב שצריך פה לתת דוגמה אישית, ואני אומר עכשיו, ואני קורא לחברי הקואליציה לעשות כמוני, אני קם ואני יוצא מפה, ואני לא הולך להצביע יותר על שום דבר, עד שהסיפור הזה והטרלול הזה, שיש מי שבפרקליטות חושב שאפשר לבוא ולעצור חיילים על דברים שעושים למחבלי נוח'בה, לא נגמר. אוקיי? ואני מאוד מבקש, ואני חושב שחבריי בקואליציה טוב יעשו. להכניס מקל לרקטום של בן אדם, זה לגיטימי? כן, אם הוא נוח'בה, הכל לגיטימי לעשות לו. Et ici, ce qui m'a embêté, c'est comment Pascal Praud voit ça et décrit ça. Il est toujours en train de se plaindre du traitement que les Palestiniens réservent aux Israéliens ou de la souffrance des Israéliens, mais jamais il ne prend en compte ce que vivent les Palestiniens au quotidien. Près de 1000 prisonniers palestiniens sont libérés et vont repartir à Gaza avec sans doute l'intention de refaire ce pourquoi ils avaient été emprisonnés. Et je trouve que c'est un vrai... Voilà. Et ça m'énerve, ce qu'il vient de dire là. Il dit pour les 3 prisonniers palestiniens qui vont être libérés, il devrait y avoir 1000 prisonniers palestiniens qui seront libérés. Et ça le dérange. Je vous rappelle ici que normalement, les ratios du 7 octobre sont aux alentours de 1200 morts. Leur campagne de 15 semaines, de 15 mois, officiellement, en mort directe, on est à 50 000. En mort indirecte, on est à 200 000. Donc c'est comme si 1000 vies ou 1200 vies israéliennes valaient 200 fois ou 50 fois ou 40 fois la vie des Palestiniens. Et quand maintenant on libère, parce que là si vous faites le ratio, pour 1000, on en a tué 50 000. Donc si vous prenez 1000, vous divisez par 50, ça fait 50 Israéliens. 50 morts, au plus de ça, 50 morts par Israélien. Et là, avec tous ceux qu'ils ont tués, que personne ne s'est plaint, là, ils vont libérer des gens. Et surtout, écoutez bien ce qu'il dit. Il fait une présomption de culpabilité des Palestiniens qui sont détenus. Alors qu'on sait que la plupart de ces gens sont arrêtés, ne passent même pas en jugement. On ne sait pas pourquoi ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés sur la simple volonté de Tsahal ou de Israël. Mais ici, il préjuge que ces gens-là ont nécessairement été arrêtés parce qu'ils voulaient faire du mal
aux Israéliens. Et il prédit déjà. C'est ce que Sarkozy voulait faire. Il voulait détenir les gens préventivement. Et donc, il prédit déjà que ces gens-là vont être libérés pour recommencer à attaquer Israël. Et surtout, ça sera pire quand on va voir la séquence qu'il a fait, qu'il a donnée dans son émission. Dilemme. Et chacun peut en conscience répondre à ce dilemme. Que doit faire un chef d'État? Que doit faire un chef d'État? La responsabilité, là il est tout seul, le chef d'État. Est-ce qu'il doit libérer 1000 Palestiniens pour les otages de son pays ou pas? Au nom de, précisément, ce qu'est son pays et de ce qu'il doit être et ce qu'il doit faire. Je pose la En l'état actuel des choses, ne devrait-il pas faire ça? Est-ce que lui, il imagine le nombre de personnes qui sont décédées à Gaza? Par rapport à tout ce qui a été perdu à Gaza, ne serait-il pas un soulagement pour les Palestiniens de pouvoir revoir au moins certaines personnes? Et ce n'est pas comme si Israël n'a jamais détenu des Palestiniens. Ils en détiennent plus que ça. Déjà, dites-vous que si ils sont capables de négocier quelques vies de Palestiniens pour quelques vies d'Israéliens pour de milliers de vies palestiniens, ça vous laisse imaginer la proportion de Palestiniens qui traînent dans les geôles israéliens. Et qui se plaint de cela? Qui se plaint de ces gens détenus comme si c'était Guantanamo? Tu attends le jugement qui ne viendra jamais. Tu attends une justice qui n'est pas garantie. Qui se plaint de cela? La question à tout à chacun et tout à chacun répond. Il y a eu des précédents en Israël, en l'occurrence. Oui, bien sûr. Gilad Shalit en 2011. Mais bien sûr, bien évidemment. Et en fait, je n'ai pas la réponse, bien sûr, à cette question. Ou si intuitivement, j'ai envie de libérer les otages. Voilà. J'ai envie de libérer les otages pour avoir précisément la scène que ces gens retrouvent leur être le plus cher. Mais est-ce que c'est la bonne solution pour un État, pour un chef d'État? Je crois que c'est François Mitterrand qui disait la première qualité d'un chef d'État, c'est l'indifférence. Bon, effectivement. Ça ne vient pas de François Mitterrand, ça vient de la reine d'Angleterre. Et heureusement qu'il existe des choses comme Netflix. Si vous regardez Netflix, vous allez voir qu'Elisabeth, c'est l'une des premières choses qu'on lui a appris. Qu'un monarque, qu'un gouvernant, sa première qualité doit être l'indifférence. Tu ne peux pas prendre parti, tu ne peux pas te montrer émotionnel. Tout ce qui se passe, tu dois juste le regarder dans l'indifférence la plus totale. Parce qu'à partir du moment où tu manifestes de l'émotion, tu prends parti. Et quand tu prends parti, forcément, tu délaisses un côté. Il était chef d'État. Et nous, on n'est pas indifférents parce qu'on n'est pas chef d'État. Absolument. Pascal Pro. Et on parlera de Trump, bien sûr. Et voilà.